Du coup, on a eu droit à de belles conférences aujourd'hui sur de l'innovation, de belles techno et ce genre de choses. Donc on va prendre un petit peu de recul et parler d'une réglementation dans le cloud. Je suis Christopher Morel, responsable du pôle cloud Atos Sud-Est. Et nous allons voir ensemble le tour d'horizon du SecNum Cloud et ce qu'on peut en dire après un an d'utilisation, notamment par nos équipes. Alors dans SecNum Cloud, il y a évidemment Sec, il y avait une chance sur 3. Et donc sécurité dans le cloud. Et donc SecNum Cloud, en fait, ce qui se cache derrière, c'est une qualification de sécurité qui a été proposée par l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui s'adresse notamment à tous les prestataires des services cloud et qui apporte tout un ensemble de réglementations justement pour sécuriser les services cloud qui sont proposés. Et ça couvre notamment tout un ensemble de critères et ça engage les fournisseurs notamment à la protection des données qui sont stockées et traitées dans le cloud. Donc ça passe par tout ce qui va être notamment une isolation du matériel, des impositions de chiffrement de manière générale, la résilience des infrastructures et des services, la gestion des identités et des accès. Il y a des fortes exigences sur tout ce qui va être traçabilité, traces d'audit, journal, toutes les actions qui sont faites au sein du cloud. La traçabilité des actions, comme j'évoquais, donc auditer les systèmes. La capacité à répondre efficacement aux incidents de sécurité. Donc là aussi, il y a tout un ensemble de mesures qui doivent être prises par les fournisseurs et qui doivent être engagées, justement, si jamais il y a une détection d'incidents de sécurité ou d'événements de sécurité. Et, point important, la localisation des données qui doivent être sur le territoire de l'Union européenne. Et tout ça, donc c'est un résumé, hein, évidemment, parce que la réglementation est quand même très complexe. C'est d'ailleurs un des points noirs, justement, qui est un frein des éditeurs cloud aujourd'hui à s'engager dans le SecNum Cloud, parce que ça coûte cher, parce que c'est compliqué. Donc très peu d'hébergeurs sont aujourd'hui qualifiés SecNum Cloud, on le verra tout à l'heure. Mais globalement, la SecNum Cloud apporte tout un ensemble de définitions d'exigences, autant sur le plan technique que sur le plan opérationnel et juridique. Donc ça va au-delà de l'infrastructure et du système d'information. Ça va aussi couvrir tous les aspects légaux et les aspects ressources humaines également. Et tout ça a été poussé essentiellement justement pour renforcer la sécurité dans les services cloud, mais aussi apporter et garantir la souveraineté dans les services cloud qui sont aujourd'hui proposés. Et ça a pour volonté justement de dynamiser notamment l'économie française, de rapporter plus de services souverains et aussi de pouvoir en même temps s'échapper de certaines réglementations étrangères notamment. On peut penser au Cloud Act qui permet notamment aux Américains de solliciter des extractions de données de data centers français si jamais ils le jugeaient utile. Donc tout cet aspect-là permet justement de se protéger et de garantir la protection des données dans le cloud notamment. Et donc toutes ces exigences de sécurité finalement vont apporter pas mal de contraintes aux opérateurs, aux hébergeurs qui vont se lancer dans ce genre de service. C'est pour ça que notamment ça va creuser l'écart aussi qu'il y a déjà aujourd'hui avec les offres de services qui sont proposées par les fournisseurs ou les hébergeurs français versus les hyperscalers américains qui ont déjà aujourd'hui une longueur d'avance assez énorme en termes de qualité de service et de part de marché. Donc le SecNum Cloud, ça s'adresse à qui? Donc on l'a évoqué, c'est tout prestataire de services cloud qui peut s'engager dans la qualification SecNum Cloud. Après, ça va être surtout des services qui vont être orientés pour toutes les institutions publiques qui manipulent notamment des données sensibles. Donc il y a eu des directives gouvernementales qui imposent aux institutions justement de se tourner vers des solutions SecNum Cloud lorsqu'il y a des données sensibles qui sont engagées. Ça accompagne aussi une volonté et les dernières directives du gouvernement sur un aspect cloudification, comme ils l'appellent, où on pousse
tous les organismes publics à se tourner vers le cloud et les différents services cloud qui sont aujourd'hui proposés. Mais ça ne s'arrête pas au secteur public. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait, en tant que PME ou en tant qu'entreprise, bénéficier des services Secnum Cloud qui sont proposés aujourd'hui quand on a des enjeux de, justement, de sécurisation de données sensibles ou pour lesquels on veut garantir justement cette fameuse souveraineté qu'on évoquait tout à l'heure. Ça peut être orienté hébergement, donc hébergement de services et de fourniture de plateformes, enfin d'infrastructures en tout cas, qualifiées Secnum Cloud, mais ça peut aussi être sous forme de services SaaS pour lesquels les entreprises peuvent bénéficier, toujours en partant sur les mêmes critères. Donc il y a vraiment un fort engouement, un fort engagement de l'État français justement dans cette qualification Secnum Cloud, où ils investissent massivement justement pour engager les entreprises à prendre le pas et à se lancer dans le Secnum Cloud. Il y a des objectifs forts typiquement pour 2030 de fournir des nouveaux services, notamment tout ce qui va être service outillage collaboratif dans le Secnum Cloud. Donc il y a eu des appels à candidature, il y a eu pas mal d'éditeurs qui se sont lancés justement dans la mouvance Secnum Cloud. Et donc ça permet justement petit à petit d'engager un petit peu le pas sur cette qualification. Donc aujourd'hui les prestataires qualifiés sont peu nombreux, il n'y en a que 5. Modulo un 6e qui est CGDIM, qui est en passe normalement d'être validé, donc c'est pas encore publié officiellement, mais c'était dans les dernières informations. Mais chacun, en tout cas dans toute la partie prestataire qualifié, chacun a un petit peu sa spécialité, dans le sens où chacun aura son implémentation du Secnum Cloud, ou en tout cas son approche commerciale par rapport au Secnum Cloud. On a typiquement Hotscale, qui est le service Secnum Cloud d'Asso, qui eux ont une approche assez classique, je dirais, du cloud, avec du cloud public qui est proposé, où justement on va consommer l'infrastructure à la demande, comparativement à d'autres hébergeurs comme OVH et Cloud Temple, qui eux ont pris le parti pris de faire une approche plutôt cloud privé, où basiquement en fait, quand on veut faire du Secnum Cloud chez eux, on va louer l'équivalent d'un rack VMware et on a un dimensionnement fixe qu'on va exploiter et sur lequel on va pouvoir exploiter toute la surcouche VMware et faire nos déploiements de VM, gérer notre cluster, mais toujours sur un dimensionnement fixe. Et d'autres acteurs comme ODrive notamment qui proposent des solutions SaaS orientées sur les outils de collaboration. Donc juste pour se resituer, en termes de souveraineté, on a donc les grands hyperscalers américains tels qu'on les connaît, qui sont, on va dire, cloud public, même si il y a du privé aussi, mais c'est très, en termes de souveraineté, c'est vraiment pas le plus optimal, même si on peut aujourd'hui choisir malgré tout la localisation des différents serveurs quand on souscrit des différents services chez eux. Ça reste malgré tout sous le joug notamment du CloudOps que j'évoquais tout à l'heure, qui entraîne certaines limitations. Donc à côté de ça, on aura le cloud de confiance où justement on commence à avoir des services proposés par les hébergeurs français en l'occurrence, qui respectent l'ensemble des critères de la qualification Secnum Cloud. Et donc après on aura toujours le cloud privé où là effectivement on peut voir différentes alternatives, du on-prem avec des data centers privés où on peut faire un peu ce qu'on veut, et là où c'est sûr que la souveraineté sera garantie puisque c'est nos data centers en France, c'est plus maîtrisé. Donc si on fait un petit parallèle justement par rapport à l'offre de services que proposent aujourd'hui les opérateurs Secnum Cloud par rapport à ce qui peut être proposé chez les hyperscalers américains, ce qui est important de noter déjà en termes de répartition des parts de marché, c'est que 70% des parts du marché du cloud français sont portées par les hyperscalers américains, ce qui laisse déjà peu de marge aux services français. Et parmi les 30% restants, on a le Secnum Cloud qui représente encore vraiment une petite part marginale. Donc c'est encore un service qui est jeune, enfin en tout cas des offres de services qui sont encore jeunes, qui sont encore en cours d'évolution.
Et donc, l'engagement est surtout aujourd'hui porté par toutes les institutions publiques qui ont des directives qui fait qu'ils vont plutôt se tourner vers le Second Cloud. Ce qui est important de noter, c'est que les exigences en sécurité qui sont imposées par le Second Cloud font que les opérateurs, enfin les hébergeurs, type OVH, Outscale, vont vraiment se concentrer sur toute la partie sécurité et respect de la réglementation. Donc ils vont privilégier toute cette partie-là au détriment de des offres de services. Et donc c'est pour ça qu'on voit très peu, encore aujourd'hui, de services managés mis à disposition dans un contexte Second Cloud. Alors ça a tendance à un petit peu bouger ces derniers temps, notamment avec des hébergeurs comme Cloud Temple qui commencent à proposer justement du PaaS avec de l'OpenShift dans le Second Cloud, où tout client peut venir déployer directement un cluster à la volée pour venir proposer ses applications, ce qui commence déjà à faire un premier pas justement vers une meilleure offre de service globalement. Mais en synthèse, toutes les parties, chaque hébergeur va vraiment se concentrer sur ce qui lui semble être plus intéressant pour ses clients. Typiquement, si je prends Outscale, le mot d'ordre c'est vraiment la sécurité, donc ils mettent l'accent sur tout ce qui est fonctionnalité de sécurité avec notamment des KMS mis à disposition, ce genre de choses. Ils travailleront plus tard sur d'autres services managés, comme on pourrait le voir par ailleurs chez Amazon par exemple. Si on fait une petite comparaison sur les points clés, globalement donc la typologie, sur le Second Cloud on va retrouver donc du public, du privé, du PaaS, du SaaS, enfin des choses assez classiques, comme on peut le trouver partout ailleurs chez les hyperscalers. La différence près, c'est que, comme je le disais, il y a vraiment des choses qui sont très spécifiques suivant les hébergeurs. Certains feront du public, certains feront que du privé. Donc ça sera encore très segmenté. En termes de sécurité, ce qui est intéressant d'un point de vue Second Cloud, forcément, haute exigence de sécurité. Donc tous les hébergeurs qualifiés vont répondre à toutes les réglementations françaises et européennes en vigueur, là où les hyperscalers vont faire un petit peu du spécifique suivant les régions ou avoir une couverture peut-être un peu plus généraliste avec des normes comme ISO 27001, ce genre de choses. En termes de tarification, là aussi, de manière générale, c'est assez contraint. Comme je l'évoquais, quand c'est orienté vers du privé, on va commander un dimensionnement fixe, on va payer notre rack, grosso modo, ce qui fait que si on consomme que 10% de notre matériel, on paye plein pot pour quelque chose qu'on sous-exploite. Certains opérateurs comme Outscale, justement, on focus sur toute la partie cloud public avec de la consommation à demande pour optimiser justement cette partie-là et se rapprocher ou concurrencer en tout cas les modèles de tarification des hyperscalers. Là où aussi donc, tout ce qui est outils de suivi FinOps vont être assez minces, je dirais, d'un point de vue Second Cloud. C'est encore des axes d'amélioration possibles. Là où chez les hyperscalers, on va retrouver des outils vraiment complets pour tout ce qui va être suivi du budget, mettre de l'alerting, mettre des règles de consommation pour vraiment maîtriser son budget. Là où ça va encore pêcher sur les services Second Cloud. En termes de services managés, donc, on connaît Amazon, Azure, GCP, globalement, dès qu'on a un besoin, généralement ils y ont pensé, il y a toujours un service managé qui est disponible pour faire ce dont on a besoin. Côté Second Cloud, c'est très mince. Il y a quand même la partie marketplace qui a un petit peu compensé ça, avec notamment des appliances virtuelles qui sont disponibles pour déploiement rapide de solutions sur étagère, type des bastions, des pare-feux, ce genre de choses. Mais là aussi, ça reste assez limité parce qu'en fait, on va se retrouver assez rapidement contraint par certaines problématiques techniques que je réévoquerai tout à l'heure justement dans le retour d'expérience sur le sujet. En termes de gestion des données, l'accent du Second Cloud étant justement la protection des données, la sécurisation des données, on sait qu'on a une forte confiance dans tout ce qui va être gestion de données de manière générale et leur sécurisation. Là où, côté hyperscaler, on aura peut-être tendance à se poser des questions dans certains cas. Il y aura toujours des préoccupations, en tout cas, sur la maîtrise des données. Et enfin, le support. Donc, l'avantage Second Cloud, c'est qu'on a du support localisé. J'ai évoqué tout à l'heure, il y a des réglementations, des exigences d'un point de vue humain aussi et ressources humaines. Donc, on a du support localisé, ce qui peut être un avantage. Là où chez les hyperscalers, on aura plutôt des supports globaux
assez générique et orienté marché international. Donc ça fait à peu près un peu plus d'un an qu'on commence, qu'on travaille avec les différents principaux hébergeurs comme Outscale, CloudTemple et OVH, qu'on échange dans un contexte de partenariat, on échange régulièrement avec eux justement pour travailler, faire évoluer l'offre et le contexte. Et donc on peut faire un petit retour en arrière, une première revue des expériences qu'on a pu avoir justement sur différents projets, que ce soit dans le secteur public, dans le secteur privé. Et ce qu'on peut en retirer en essayant de faire une synthèse vraiment en 5 points clés, c'est déjà d'une part qu'il y a peu de services disponibles sur étagère. J'évoquais, il y avait notamment les marketplaces qui permettent de déployer certains services peut-être plus rapidement, mais on est très vite limité. C'est-à-dire qu'on va vite revenir à des choses, on va devoir refaire nous-mêmes des constructions de clusters, des mises à disposition de services de monitoring, des mises à disposition de services de key management, ce genre de choses. Mais ce qui est heureusement compensé justement par des API généralement plutôt bien faites. Certains éditeurs ont une approche justement de fournir tout ce qui est être provider pour Terraform notamment, en se calquant sur tout ce qui est fait côté Amazon pour justement faciliter la transition pour ceux qui viendraient du monde AWS pour aller vers leur service. C'est notamment le cas d'Outscale qui a pris vraiment ce parti pris, ce qui peut être un accélérateur malgré tout pour justement déployer les services. Second point, donc le tarif qui peut être prohibitif. J'évoquais, suivant le modèle de facturation, ça peut vite devenir assez cher, étant déjà justement un peu plus cher que la normale, je dirais, de base. Ça rend vite les choses compliquées quand on fait des simulations de prix. Troisième point, donc la partie solution sur les marketplaces. Je disais, c'est pas toujours adapté. On a des éditeurs ou des images qui sont disponibles dans un contexte assez limité. Et on se retrouve aussi parfois avec d'autres contraintes techniques, typiquement quand on va déployer une instance je prends l'exemple d'un bastion, quand on va devoir faire des mises à jour, vu que c'est des appliances virtuelles qui sont pas forcément toujours très bien maîtrisées ou adaptées par les éditeurs, font que si on a besoin de faire une mise à jour, on se retrouve des fois dans des situations où on doit complètement reconstruire la plateforme pour pouvoir simplement mettre à jour l'appliance. Ça, c'est des choses qu'on a vécues où effectivement ça peut sembler un petit peu peut-être aberrant aujourd'hui de se dire que je ne peux pas simplement faire un update de mon service, il faut que je reconstruise tout. Quatrième point, donc la partie essentiellement cloud privé. Donc effectivement la majorité, donc CloudTemple et OVH ont pris le choix de faire du cloud privé avec du dimensionnement fixe. Comme je l'évoquais, donc c'est en cours d'évolution. Ils sont notamment en train de commencer à fournir des services managés complémentaires avec du Kubernetes sur étagère ou d'autres systèmes de Vault par exemple. Et enfin, le dernier point qui est assez important, qui n'est pas le moindre, c'est le nombre de zones. Typiquement, quand on a besoin de déployer un cluster Kubernetes, si on veut qu'il soit hautement disponible, on a besoin d'un consensus. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait un minimum de nœuds, de 3 nœuds, un nombre impair, pour justement avoir une tolérance de panne de au moins un nœud. Et la problématique qu'on a, c'est que la majorité des acteurs aujourd'hui n'ont que 2 zones de disponibilité, ce qui apporte beaucoup de complexité justement pour gérer le cas de la haute disponibilité. Et surtout, si jamais on perd une zone, donc il y a des moyens justement de compenser cette absence. Et donc ça soulève quand même malgré tout beaucoup de contraintes. Donc c'est là aussi, c'est des choses qu'on a vécues où on a dû imaginer des architectures un peu plus complexes pour pouvoir gérer justement cette perte éventuelle de zone. Et il va être capable justement de garantir une haute disponibilité pour nos clients notamment, même si une zone venait à tomber. Donc il y a des choses qui sont... Il y a des solutions,
c'est pas optimal. C'est pas le top d'avoir 2 zones, mais on fait avec. Donc ça, c'est pareil, les hébergeurs sont en train de travailler pour apporter des zones complémentaires pour revenir un peu plus dans des standards avec plusieurs zones de disponibilité. Mais c'est encore un chemin qui est assez long et c'est des contraintes qu'il faut prendre malheureusement en compte quand on fait des implémentations. Merci. Donc j'évoquais, on a besoin de reconstruire beaucoup de choses puisqu'on a un manque de service managés. Donc de repartir entre guillemets de zéro, il faut qu'on puisse bénéficier justement de toutes les solutions qu'on a aujourd'hui en main, toutes les solutions open source ou les solutions qualifiées CNCF, donc Cloud Native Computing Foundation, qui apportent tout un ensemble de solutions justement sur étagère qui permettent de compenser un petit peu ce manque de service managés. Et donc c'est quelques logos, c'est juste pour illustrer un petit peu, mais l'idée c'est vraiment de se dire on va partir toujours dans des bons principes GitOps avec de l'automatisation, de l'infra as code, pour s'assurer que justement malgré le fait qu'on soit dans des contextes où on doit tout reconstruire, entre guillemets, avec les bons outils, justement on va compenser un petit peu tout ça et permettre d'accélérer justement le déploiement des services et permettre de compenser ce manque de services managés ou en tout cas de solutions sur étagère proposées par les hébergeurs. Donc on a notamment des choses assez standards, Terraform / OpenTofu suivant les cas, Ansible, Kubernetes, Helm, Prometheus et Grafana qu'on évoquait tout à l'heure, et Crossplane qui est on va dire un équivalent de Terraform avec une console qui permet de piloter les déploiements et qui permet notamment aussi par de simples descripteurs déployer très rapidement et très facilement tout un ensemble de stacks techniques avec du Kubernetes et tout un ensemble d'outillages qui peuvent venir accompagner. Et c'est grâce à ça que, malgré tous les défauts qu'on pourrait trouver au SecNumCloud, on a été capable de compenser, de mettre assez rapidement en production tout un ensemble de services. Alors, quel avenir pour le SecNumCloud ? Parce que si on dresse un petit peu le bilan, finalement, on voit qu'il y a quand même pas mal de manques. Il y a encore une marge de progression qui est assez importante. En sachant que pas mal de choses bougent encore, c'est une réglementation qui vit. On en est, je ne sais plus combien d'itérations maintenant, mais elle est sortie en 2016. On est à la version 3 quelque chose. Enfin, c'est quelque chose qui évolue assez vite et pour lequel aujourd'hui seulement des opérateurs français sont vraiment, on va dire, positionnés en tant qu'acteurs majeurs, ce qui forcément démange un petit peu les grands comme AWS ou Google ou Azure. Et donc il y a eu notamment des associations qui ont été faites entre les différents grands groupes et les hyperscalers américains pour justement venir se positionner sur cette réglementation SecNumCloud. Et c'est notamment le cas de Datos avec AWS ou encore de Orange, Capgemini et Azure pour venir apporter une solution estampillée SecNumCloud, mais avec toute la force justement des hyperscalers américains et tous leurs services qu'ils proposent jusqu'ici. Donc on peut déjà imaginer qu'effectivement, si on arrive à cet état-là, on aura peut-être bientôt des solutions SecNumCloud beaucoup plus riches, avec justement toute la force des solutions comme AWS ou Azure. En sachant que donc, je crois que le groupement Capgemini, Orange et Azure prévoit de fournir quelque chose à partir de 2025 normalement. Donc à côté de ça aussi, ce qui est important de noter, c'est qu'il y a l'initiative EUCS, qui est l'équivalent du SecNumCloud, mais dans la dimension européenne, où là aussi, beaucoup de débats, beaucoup de discussions, parce que chaque pays veut sa propre réglementation. Certains ont des exigences moins élevées que la France. Donc c'est la France qui pousse justement pour s'appuyer sur la réglementation SecNumCloud pour justement prendre ça comme modèle et assurer un plus haut niveau de sécurité de manière générale, ce qui fait grincer des dents certains pays qui ont, comme je disais, des exigences un peu moins fortes et qui ont déjà signé, notamment avec des hyperscalers américains. Donc ça remet pas mal de choses en question, mais c'est en cours de discussion.
Et on ne sait pas si justement il n'y aura peut-être pas plusieurs niveaux de réglementation au EUCS, dont une qui correspondra au Second Cloud, ce qui fait qu'on pourrait rester un petit peu avec ce qu'on a aujourd'hui niveau français. Troisième point, donc les volontés fortes du gouvernement d'engagement des PME. Donc, fort investissement, comme je le disais, il pousse vraiment à ce que les entreprises prennent le pas du Second Cloud. Et un dernier point, donc les services en constante évolution chez les hyperscalers. Donc c'est vrai que c'est des choses qui bougent beaucoup d'un point de vue service général chez les hyperscalers américains. La question qui peut se poser, c'est comment justement les hébergeurs français peuvent rattraper ce retard quand on regarde finalement la couverture de services mise à disposition versus ce que peuvent proposer les Américains. D'autant plus que si les projets des différents hyperscalers d'être qualifiés Second Cloud venaient à être concrétisés, finalement on va se retrouver avec un gap assez conséquent d'offres de services. J'ai fait le petit tour du Second Cloud. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci. Et du coup, merci de votre attention. Je ne suis pas forcément familier de l'exercice, alors du coup, c'était intéressant en tout cas. Si jamais vous êtes intéressé, deux petits QR codes pour rester en contact sur LinkedIn ou pour faire des commentaires constructifs, ça sera toujours bienvenu. J'avais une question du coup. Merci pour la conférence déjà. Je voulais revenir sur du coup les discussions par rapport à l'EUCS. Du coup, ce que j'ai compris, c'est si jamais une entreprise française passe le Second Cloud, elle sera entre autres, elle aura validé entre autres la certification européenne d'office. Dans l'idée, ce serait ça. C'est pour ça, en fait, dans l'idée, c'est le Second Cloud et la certification la plus exigeante. Du coup, toutes les entreprises françaises seront d'office au niveau européen. En tout cas, c'est ce qu'ils essaient d'avoir, effectivement. C'est pour ça qu'ils essaient de négocier, plutôt que d'avoir un seul niveau EUCS qui serait peut-être trop exigeant et qui ne répondrait pas justement aux exigences des différents pays. Ce serait de mettre des différents paliers. Après, bon, ce que je dis, c'est encore en cours de discussion, donc rien n'est acté. Mais effectivement, l'idée, c'est de se dire, si une entreprise est déjà qualifiée Second Cloud, si demain le EUCS est mis en vigueur, elle serait malgré tout toujours qualifiée, puisque le niveau d'exigence serait le même, puisqu'il y a vraiment une volonté du gouvernement français d'aligner les exigences du Second Cloud à ce qui va être proposé dans le EUCS. Donc du coup, on aura les mêmes contraintes et donc même qualification au final. Pas faire un double travail entre ce qui est fait en France et ce qui est fait. Après, à voir s'il y aura besoin de refaire des qualifications particulières, mais dans l'idée, c'est qu'il serait déjà prêt, théoriquement, dès que la norme sera mise en vigueur, il serait déjà prêt en fait. D'accord. Merci aussi pour la presse. Je suis assez ignorant sur le sujet et du coup c'est un sujet principalement d'infrastructure ou aussi de services, le Second Cloud. En fait, ça couvre tout un ensemble d'exigences. Alors, infrastructure d'abord, effectivement, tout ce qui est les aspects techniques. On parle d'isolation de machines, chiffrement, enfin il y a tout un ensemble de choses qui sont de critères là-dessus qui sont à respecter justement pour être estimé suffisamment sécurisé. Mais ça va après au-delà de ça. Il y a toute la partie opérationnelle et la partie juridique qui est concernée. Donc les entreprises qui veulent se faire qualifier doivent notamment garantir un certain nombre d'exigences aussi par rapport à leur support, par rapport à leurs ressources humaines, par rapport à leur plan d'action en cas d'incident de sécurité, en cas enfin il y a toute une couverture juridique aussi qui est couverte. Donc ça va bien au-delà en fait finalement de simples questions d'infrastructure. C'est vraiment un peu, vraiment si j'extrapole beaucoup, c'est un peu comme l'ISO 27001 où on va essayer de garantir que la sécurité de manière générale est bien maîtrisée. Donc il y a enfin c'est de l'engagement de l'entreprise pour dire qu'effectivement elle met tout en œuvre pour sécuriser son infrastructure. Sauf que là, Second Cloud, c'est encore bien plus loin, avec des exigences bien plus fortes, justement. D'accord.
Et du coup, la question que j'avais derrière, c'est moi je travaille dans le domaine des blockchains et des cryptos. Est-ce que ce domaine-là, il passe totalement sous le radar du sujet? Ou est-ce que c'est pas relevant parce que c'est comme c'est totalement distribué et décentralisé? Est-ce qu'il y a un sujet ou est-ce que c'est pas un sujet? Alors ça dépend où est-ce qu'on le positionne, je pense. Parce que c'est vrai que tout ce qui est blockchain, en fait, on va peut-être arriver peut-être sur la couche logicielle d'exécution justement de la blockchain. Après, on peut très bien imaginer justement d'avoir une infra qualifiée Second Cloud sur laquelle on va déployer notre blockchain. Après, toute la partie, je dirais, logicielle ou applicative, en fait, va pas être sujette à la qualification. Merci. Une petite. C'est la dernière. À combien vous quantifieriez en pourcentage la partie technique de la partie opérationnelle procédurière? Pour passer à la qualification? Alors là, c'était une question piège, ça un peu. Je ne saurais pas dire, parce qu'après je ne connais pas la réglementation dans son entièreté, donc, mais je pense que de ce que j'en ai vu, je dirais que vraiment la partie opérationnelle est vraiment peut-être moins importante que la partie technique. Je sais pas, on pourrait faire un 50-30, parce qu'après il y a d'autres parties, mais c'est dur à évaluer comme ça, on va dire. Merci beaucoup.